c'est que nous allons disparaître en tant qu'État, nous allons disparaître en tant que communauté, nous allons disparaître en tant que peuple, et nous disparaîtrons même en tant qu'individu, si nous ne prenons pas la mesure de ces dangers qui guettent notre peuple, notre population et notre personne. Ce qui se passe en Tunisie, c'est un grand plan, un vaste plan, si vous voulez, d'extermination véritable de notre Monsieur Diabanza, bonsoir. Bonjour, pardon. Bonjour. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir encore aujourd'hui dans le cadre de notre média, Bobisso Média. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet parce que le week-end passé, il s'est passé un événement, je dirais, planétaire, hein, assez grand. Mais avant de commencer, par rapport à votre identité, dites que vous êtes Siwalem. Vous êtes représentant de Yakankou et en même temps porte-parole de UNIDC, donc Unité, Dignité, Courage. Ça porte pas un peu confusion par rapport à votre identité véritable? Bon, allons-y dans l'autre. Merci déjà d'être là. Moi, Zulu Diabanza, c'est mon nom. Vous avez un nom, mais c'est différent de qui je suis. Je suis Siwalemba. On dit I am Siwalemba. Je suis Siwalemba, l'étoile de la destinée. C'est un nom, si tu veux, on découvre qui on est. J'ai découvert aujourd'hui, dans la tradition africaine, il suffit de passer la dernière étape, que tout le monde a peur. L'étape dont on a peur, c'est de connaître sa destinée. Et moi, cette étape-là, je l'ai traversée. Donc, l'étoile de ma destinée, c'est Siwalemba. Je suis Siwalemba, je suis le lion noir qui entoure l'Afrique. D'accord. Mon nom, c'est moi, Zulu Diabanza, porte-parole de MUDC, c'est une fonction. Et le MUDC, Unité, Dignité, Courage, disons le marron uni, digne et courageux. Mais le marron, dans nos langues africaines, le marron voudrait dire Yakankou, homme et femme libres. D'accord, donc ça veut dire cela. Ok. J'espère que justement ça a apporté un peu un éclairage parce que nous avons eu des questionnements à ce sujet-là. Les gens voudraient se situer un peu à savoir qui est ce qu'on a en face de nous. Alors là, quelles sont justement les raisons qui vous ont emmené en Tunisie pour justement voir tout ce qu'on a pu... Je pense que je suis allé pour 3 ou 4 raisons essentielles. La première, c'est que j'ai reçu une invitation de président des Africains, la communauté des présidents des étudiants africains en Tunisie. En fait, c'est toutes les communautés africaines d'Afrique de manière générale, venues du Sénégal, venues du Mali, venues du Congo, venues du Burkina Faso, venues un peu de partout. Résidents en Tunisie. Résidents en Tunisie et qui sont des étudiants. Donc le président des étudiants africains m'a convié pour aller assister à une assemblée générale. Cette assemblée générale devait notamment aborder toutes les questions. La question essentielle, la situation des étudiants en Tunisie, les séjours des étudiants en Tunisie, bien évidemment, la situation de manière générale de tous les membres de la communauté africaine en Tunisie. De deux, je suis allé pour aussi aller rendre visite à notre sœur, une sœur compatriote africaine qui a été égorgée en Tunisie. Elles en sont deux. L'une a été vraiment victime, c'est-à-dire l'égorgement a pris effet, et l'autre qui a un peu échappé, et un autre frère encore africain qui a été victime. Donc il a fallu pour moi aller sur place pour me rendre compte de ces questions. Troisièmement, il y a eu une question des autochtones de la Tunisie, le noir en Tunisie. Vous savez, aujourd'hui, il y a une codification... On appelle comment déjà? On les appelle comment les berbères ou Non, ce sont des noirs autochtones. Les autochtones de cette terre de la Tunisie. Parce que les berbères, les arabes, tous sont venus. Mais les autochtones noirs vivant en Tunisie. Ça existe? Okay. Évidemment. Et ils représentent aujourd'hui, je dirais, selon les données officielles que nous on a, des 38 à 40% de la population. Mais vous savez, partout il y a des noirs, il y a une codification. Aux États-Unis d'Amérique, malgré toutes ces décennies passées, les noirs sont toujours à 10%. Si vous allez partout, il y a des blancs et des noirs, les noirs sont toujours à 10%. On nous présente toujours à 10%. Les immigrés, c'est 10 à 15%. Donc, il y a, si vous voulez, une façon systémique de faire pour pouvoir déjà nier l'existence de Noirs. Parce que comme on a déjà nié son appartenance dans la communauté humaine, il faut nier maintenant son existence visible. Et je suis allé m'en tenir de cette situation parce que c'est une situation dramatique d'une population présente aujourd'hui qui représente 38 à 40% de la population, qui est réduite sur le niveau administratif à 10%. Et ces gens-là, si vous voulez, dans leur carte d'identité, il est spécifiquement marqué « esclave affranchi ». Au nom de quoi? Ce sont les autochtones de cette terre. Comment pourraient-ils avoir sur leur document esclave affranchi, la mention esclave affranchi?
Donc je suis allé sur toutes ces questions. Il était question pour nous de voir l'ensemble de toutes ces questions et pouvoir discuter avec ceux qui y vivent, avec les différents représentants des associations tunisiennes qui luttent contre le racisme et pour le droit de l'homme. Il fallait faire ensemble l'état de la situation et pouvoir savoir quelles sont les orientations ou les positions qu'on aura prises ensemble. Donc ce sont les raisons, je dirais, essentielles qui m'ont amené en Tunisie et malheureusement est arrivé ce qui est arrivé. Justement, il est arrivé ce qui est arrivé, vous avez été arrêté ou sinon mis en prison, mais quelles sont justement les raisons juridiques qui ont légitimé ces genres d'actes aussi odieux? Lorsqu'on a mis les Noirs en esclavage, vous savez quelle était la raison? On disait que ce n'étaient pas des humains. Ils étaient des animaux moins intelligents. Est-ce vrai? Non. Lorsque Malcolm X est arrivé ici à Paris, il a subi la même chose. Ils ont dit trouble à l'ordre public, déstabilisation des ceci, tu n'as pas d'autorisation, il ne rentre pas. Il y a une réalité vraie que le noir doit subir aujourd'hui partout. C'est quoi cette réalité? C'est l'humiliation. Il faut tenter d'humilier le noir. Il faut tenter de nous imposer dans une sorte d'humiliation qui soit, si j'ose dire, inhumaine. La vérité, c'est qu'eux-mêmes, quand ils t'arrêtent en Tunisie, ils te disent, vous savez, partout au monde, quand on t'arrête, ils jurent souvent sur la France. On dit simplement, vous êtes fiché. Et rien de plus. Il n'y a aucune raison valable pourquoi j'ai été arrêté. Parce que mon sort, mon destin a été lié ensemble avec tout le noir, si vous voulez. C'est pourquoi je vous cite quand les noirs ont été mis en esclavage. C'est pourquoi je vous cite les cas des Malcolm X. J'ai été notamment accusé, officiellement selon les autorités tunisiennes, de chercher à déstabiliser la Tunisie. De chercher à troubler l'ordre public en Tunisie. Toi, en tant qu'individu. En tant qu'individu, avant même d'entrer. Avant même d'entrer. Donc, après, c'est ça qui a donné toutes ces accusations fortuites qu'ils ont collées sur moi. Complot contre l'État tunisien, déstabilisation du gouvernement. Quand vous êtes parti avec une armée, vous étiez armé, il y avait une bande. Un citoyen simple. Je pense que les images qui sont sorties, le bout des images qui sont sorties dans la confrontation qu'il y a eu à l'aéroport international de Tunis, qui a été très virulent. Je dis bien très virulent. Avec de mots qu'il faut avoir peut-être la carapace qu'il faut pour se contenir, avoir la maîtrise des soi. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans tout ça. Vous, vous êtes parti en tant qu'individu, vous n'avez pas une armée, vous n'avez pas vous n'avez pas le projet de formater une rébellion là-bas et tout un État qui vous refuse carrément l'accès à son territoire. Donc prenez ça dans ces doubles continuités. Il y a une politique mise en place par tout le monde. C'est qu'il faut humilier le noir, l'homme et la femme noire. Il faut empêcher le noir d'aller de l'avant. Il faut empêcher notre marche vers la souveraineté, vers l'indépendance, vers la dignité, vers le respect. Parce que le mot respect, dans le vocabulaire des Tunisiens, vis-à-vis des Noirs n'existe pas. Surtout de ceux qu'on appelle les autorités tunisiennes. Le mot respect à notre égard n'existe pas. Dans le simple fait... Considération n'existe pas. Donc nous sommes encore remis dans cette lutte. Aujourd'hui, ça nous fait comprendre que le Noir est obligé de guerroyer. Pour avoir la dignité, il faut guerroyer. Pour avoir le respect, il faut guerroyer. Pour avoir la considération, c'est-à-dire qu'on nous impose une guerre continuelle et perpétuelle. Donc ça, c'est... Il faut voir ça dans cet aspect. On ne vous a reproché rien, juridiquement, comme que vous avez commis aucun... C'est leur pays. Ça, c'est le mot clair et officiel qu'ils disent. C'est leur pays, donc ils ont le droit de choisir qui rentre, qui ne rentre pas. Mais toi, en parlant de moi, quoi que tu fasses, quelle que soit la personne qui t'a invité, quoi que tu fasses, ici, tu ne rentreras pas. Toi, ici, tu ne rentreras pas. Et pourquoi je vous ai pris continuellement ces deux exemples que j'ai cités de Noirs de manière générale et de Malcolm X quand il est arrivé. On t'a affilié à du terrorisme, à un réseau, quelque chose que des gens... Non, ça c'est maintenant, c'est des arguments fallacieux qu'ils peuvent utiliser au moment où je serai arrêté. Parce que après l'aéroport, j'ai été transféré à la prison de 18 janvier. Si j'étais resté dans cette prison, la version officielle qu'ils allaient donner, c'est la version que vous êtes lié à ceci, vous avez des liens avec de telles personnes, vous êtes pour pouvoir trouver une moralité des actes odieux qu'ils ont commis. Donc on cherche à légitimer ça. C'est en Tunisie que ça se passe. C'est en Tunisie. Tous ces événements ont duré combien de jours ou combien de temps? Je suis arrivé le 6 janvier vers 10 h à Tunis. C'est-à-dire que je n'ai même pas réussi à passer la frontière, la police d'immigration. C'est en ce moment-là que j'ai été pris. Je suis pris à l'aéroport. De par l'aéroport, vous savez, quand vous êtes pris de manière assez illégale, quand vous êtes arrêté sans pour autant savoir pourquoi on vous arrête, ça donne un peu, voilà, ça fait réfléchir. Et quand ça commence, les tentations commencent, c'est le ministère de l'Intérieur tunisien qui est intervenu. Le ministère de l'Intérieur contacte l'ambassade de Tunis à Paris. L'ambassade de Tunis à Paris, évidemment, contacte les autorités françaises. Parce que c'est l'acheminement même. Avant de passer déjà pour aller en Tunisie, ce sont les complications successives que j'ai subies déjà au niveau de l'aéroport d'Orly. C'est-à-dire, c'était révélateur, même d'une situation que j'ignorais. Peut-être, je ne sais pas,
l'interdiction de quitter le territoire. Peut-être, je ne sais pas, que je suis aussi surveillé de près. Donc c'était révélateur de cette situation. Et une fois là, je suis resté à l'aéroport pendant au moins 3, 4, 5 heures. La discussion au maître de la police, bien entendu. Il était question, est-ce qu'il faut qu'il rentre? Est-ce qu'il faut que ça dise que je rentre sur Paris? Est-ce qu'il faut qu'il soit arrêté? C'est ces deux questions-là. Et c'est ça qui tramait autour. Qu'est-ce qui a fait déborder le vase? Il y a eu deux garçons venus de la Côte d'Ivoire, venus d'Abidjan. Ces deux garçons, je vous dis, le traitement qui a été réservé à ces garçons, je ne pouvais laisser passer une humiliation pareille. Parce que j'ai compris, en fait, c'est pourquoi je vous disais, mon sort, ma destinée était liée à tous les Noirs. Il y avait ces deux garçons, il y avait un autre garçon venu du Sénégal, de Dakar, il y avait une autre dame venue d'Abidjan. Qu'est-ce qu'on leur a reproché? L'autre dame vit en Tunisie. Elle vivait en Tunisie, elle a sa carte d'identité, sa carte des résidents. Arrivé sur place, on prend sa carte des résidents, la carte a disparu. La carte a disparu sur le lieu, et on lui dit, vous ne vivez pas ici, vous devez retourner en Côte d'Ivoire. C'était un problème. Les deux jeunes garçons, on leur reproche, vous n'avez pas votre billet de retour. Ils avaient, alors que eux, au moment où je me suis mis à parler avec eux, les policiers tunisiens ont refusé que je parle avec ces jeunes-là. Je me suis interposé, j'ai parlé avec ces jeunes m'ont montré leur billet de retour. Le jeune Sénégalais est étudiant à Tunis. En tant qu'étudiant à Tunis, il devait sortir, rentrer à Casablanca pour aller voir une de ses sœurs qui y était. On lui donne l'autorisation. Je pèse le moment, l'autorisation dans son passeport, l'autorisation de sortie pour une semaine. Le jeune étudiant sort, il ne fait que 3 jours à l'extérieur. Une fois rentré, on le bloque à l'aéroport, tu ne rentreras pas. Ces situations m'ont obligé, comme je disais, Ayam Siwalema, m'ont obligé d'agir. Je devais agir. Parce qu'il fallait contourner tout le périmètre, tout le pourtour méditerranéen pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc quand j'ai commencé à agir, les autorités tunisiennes m'ont dit c'est notre pays. Alors mes mots étaient clairs. Comme je ne cesse de les répéter, de les dire à tout le monde, mes mots étaient clairs. La Tunisie n'est pas un pays qui réside au paradis ou un pays céleste. C'est un pays sur terre. Et sur terre, il y a des normes auxquelles tous les pays de la terre sont conformés. Et de deux, la Tunisie, bien évidemment, c'est un pays arabe. Mais un pays arabe qui a été construit sur la terre de nos ancêtres. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, l'Afrique dans son ensemble, notre mère patrie, l'Afrique, appartient au peuple noir. Ça, c'est une vérité scientifique, historique, culturelle, spirituelle, indéniable. Et sur ces faits, je les ai rappelés, ces faits. C'est là que les autorités tunisiennes ont crié au complot d'État. Atteinte à l'intégrité, je ne sais pas, à la souveraineté de la Tunisie, complot contre le régime et le gouvernement tunisien, déstabilisation de l'État. Et c'est là que toute la trame des accusations fortuites ont commencé, parce qu'il me fallait défendre toutes ces personnes innocentes qui étaient là, mais qui étaient sur le plan administratif en règle, et sur tous les plans en règle. Mais qui, par simple volonté, parce que c'est leur pays, ils se permettent le droit, surtout quand on est en face de Noirs. Je suppose que ça, c'était que des cas isolés. Si nous nous souvenons, en Tunisie, il se passe ce que vous venez de raconter. Au Maroc, il se passe la même chose. En Égypte, en Algérie, dans tous ces pays, ce territoire en fait, qu'on appelle les Maghreb, il se passe à peu près des choses similaires vis-à-vis des personnes appelées noirs subsahariens. Au-delà de l'humiliation, qui est une politique officielle, vous savez, aux États-Unis, les Noirs vivent ça. En France, les Noirs vivent ça. Au Portugal, les Noirs vivent ça. Au-delà de l'humiliation qu'il y a une volonté maintenant véritable et cachée. La volonté de nous récupérer ce qu'on a de plus cher. La richesse que possède un peuple, c'est la terre. La situation du Maghreb, c'est qu'on veut récupérer à l'Afrique la terre. Je vous appelle aujourd'hui, j'appelle tout le monde à la réflexion. Faisons la rétrospective du temps passé. Il y a 50 ans, le Soudan était du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est jusqu'au centre noir, fondamentalement noir. Le Soudan aujourd'hui a été conquis par des peuples venus de l'Arabie, je ne sais, de la Turquie ou quoi que ce soit, qui se sont faits africains. Ces peuples-là sont arrivés et aujourd'hui, le Soudan a subi une partition des faits. La Mauritanie est en train de subir. Est-ce que vous pensez vraiment que si nous ne combattons pas, si nous ne guérissons pas, si nous n'allons pas aujourd'hui donner une réponse efficace, que la Mauritanie demain aura des autorités issues de la communauté ou du peuple noir? Ça deviendra inimaginable et impensable même. Et je pense que d'ici 50 ans, on dira que la Mauritanie, les autochtones sont des berbères. Comme c'est aujourd'hui la Tunisie, je vous dis qu'il y a 38 à 40% de la population souche autochtone noire tunisienne. Mais dont dans la vitrine politique, économique, culturelle et sociale de ces pays, personne n'en parle. C'est le même cas avec le Maroc. Vous vous rappellerez encore lorsque nous avions posé l'acte dans l'ambassade du Maroc. Les gens n'avaient pas compris parce que la situation était dramatique et grave. Ces trucs-là a suscité quand même beaucoup de débats où beaucoup de gens ont contesté le fait que cette terre n'appartenait pas
dès son origine à la race noire et que ce n'était pas un problème racial et que vous êtes raciste et que vous traitez un peu de tout. Vous ne craignez pas que cette étiquette-là vous soit encore collée aujourd'hui? Il y a évidemment une logique aujourd'hui qui est mise en place, la manière dont procèdent ceux qui veulent, les ennemis de l'Afrique. Les ennemis de l'Afrique ont des qualificatifs qu'ils nous donnent. Soit vous êtes radical, soit vous êtes raciste, soit vous êtes, je ne sais pas moi, gourou, fanatique, soit vous êtes c'est-à-dire, ça c'est son, qui veut noyer son chien, l'accuse des rages. C'est une réalité qu'il faut comprendre, que lorsque nous avions posé cet acte au Maroc, ce n'était pas une attaque. C'était une contre-attaque. Parce que nous avions été attaqués. Et le problème est en train de continuer justement parce que le noir ne fait rien. Parce que l'Africain ne répond à rien. Vous imaginez l'humiliation la plus absolue, la plus possible. Quelqu'un te dira, laisse seulement. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas agir. Et le fait de dire laisse seulement, le mal continue. Les cancers continuent à prendre corps. Et en fin de compte, c'est quoi? C'est l'inactivité. C'est la destruction totale de notre être. Cette humiliation que nous subissons de part et d'autre sur la planète, c'est un mouvement planétaire. Mais le mouvement planétaire, là, a quel objectif? C'est de nous déposséder même de chez nous, nos terres. Je vous prends le cas du Soudan, le cas de la Mauritanie. Aujourd'hui, demain, on donnera des arguments scientifiques fallacieux qui diront qu'ils n'ont pas été, ce ne sont pas des terres noires, ces peuples-là sont arrivés, les autres étaient toujours là, même quand ça deviendra le tour du Sénégal. Vous avez d'ailleurs le cas de l'Afrique du Sud. Le cas de l'Afrique du Sud, les Afrikaners disent qu'ils ont construit ces pays. Vous imaginez que l'Afrique du Sud aussi appartenait à d'autres races venues d'autres Chines. Donc ça, c'est une continuité, c'est une volonté. Et les gens ne veulent pas voir la vérité en face. La vérité qui est en face, c'est qu'on nous a imposé une guerre. Et que tout ce qu'on veut avoir dans la vie, il faut combattre. Il faut un combat. La vérité, c'est qu'on veut humilier les Noirs partout où ils passent. La vérité, c'est qu'on veut nous prendre nos terres. La vérité, c'est l'inconsidération totale et l'indignité vis-à-vis de nous. Et c'est ça la vérité. C'est pourquoi je vous ai cité notamment ces cas pour que vous compreniez le destin qui était le mien est lié à tous ces peuples. Et vous, on vous dira parce que vous n'êtes pas assez... et la dame qui était résidente en Tunisie, et l'étudiant à qui ils ont donné l'autorisation, et le jeune qui avait leur billet aller-retour pour rentrer à Abidjan. Quel est l'argument? Et tous ceux qui ont été égorgés, que je n'ai pas eu l'occasion de voir parce que je ne suis pas rentré même dans le pays. Je vais vous parler des 3 raisons principales pour lesquelles je suis allé là-bas. Les sœurs qui ont été égorgées, qu'ont-elles fait? Les jeunes qui ont été tués, qu'ont-ils fait? Dans cette prison du 18 janvier. Cette prison d'abord, pourquoi le 18 janvier? Cette prison, c'est une prison où le président Habib Bourguiba, lorsqu'il a bâti ces pays, avait mis cette prison est née la date du 18 janvier, où il avait sanctionné 13 personnes, condamnées à mort, pour complot contre l'État tunisien et le gouvernement. C'est le même argument qui a été utilisé contre moi, complot contre l'État tunisien. C'est la raison pour laquelle ma destination était le 18 janvier. Et dans cette prison, si vous faites 2 semaines de plus, on vous transfère vers la Libye, où il y a des groupes aujourd'hui qui agissent comme les Ku Klux Klan aux États-Unis d'Amérique. Comment vous savez ça? Je suis très informé. Et une fois sur le terrain, j'étais avec des gens qui y vivaient. Je vais vous parler des gens et des dames qui y vivaient et qui ont été empêchés d'aller. Donc, j'ai compris en fait le mécanisme et c'est pourquoi j'avais compris qu'il fallait, comme je le disais, I am Siwalemba, je suis ce lion noir qui entoure l'Afrique, donc il fallait que je sorte mes griffes. Vous vous sentez un peu seul, vous vous sentez pas un peu seul dans ces combats? Non. Toutes ces dames-là qui sont en train de pleurer, toutes ces situations, il suffit pour vous de regarder sur YouTube, sur des réseaux sociaux, vous verrez autant de personnes qui sont en train de se plaindre. Sauf que moi, je ne me plains pas. Je suis dans l'optique de l'engagement de répondre parce que j'ai compris qu'il faut guerroyer. Je suis peut-être aujourd'hui en train de prendre, de déclencher un mouvement qui demain va susciter l'adhésion de tout notre peuple pour commencer à pouvoir trouver des réponses efficaces. Ben, je pense que dans le chef de tout un chacun d'entre nous, tout le monde est au courant de cette situation. Et tout le monde veut que ça change. Tout le monde appelle ces changements de tous nos voeux. Nous appelons les changements de tous nos voeux. Mais il faut agir pour ces changements. Les changements ne viennent pas parce qu'on le veut, parce qu'on agit. Et je suis celui qui agit, c'est pourquoi je ne cesse de répéter, I am Siwalemba. Je suis ce lion noir aujourd'hui qui entoure notre mère patrie, l'Afrique. Et cette seigneurie de l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, nous avons le droit de circuler librement et il faut combattre pour récupérer l'ensemble et l'intégralité de notre territoire et de notre terre. Quelle suite envisagez-vous donner à ces actions et puis quel message pourriez-vous adresser aujourd'hui à la jeunesse africaine qui nous suit? D'abord, la suite des événements, c'est que c'est un combat, comme je vous disais. Dans une guerre, il y a des batailles et il y a la guerre. Nous avions engagé la contre-offensive ou la contre-attaque avec l'ambassade du Maroc ici. Nous avions engagé la contre-attaque avec la Tunisie parce que là, nous sommes allés là-bas, au pays.
Il y a une suite logique dans tout ce qu'on fera dans les jours à venir et dans tout ce qu'on va faire d'ici et là. Vous savez que j'ai l'habitude, et nous avons l'habitude, tous ceux qui sont avec moi ou autour de moi, une habitude que l'on ne commence jamais quelque chose sans arriver jusqu'au bout. Nous nous sommes engagés dans ces combats parce que j'ai la ferme conviction, l'intime conviction, et j'ai la ferme détermination même qu'on y gagnera, on en sortira victorieux. Parce que nous nous basons sur la vérité, nous nous basons sur la justice. Notre volonté, c'est le refus absolu et catégorique de l'injustice. C'est ça qui nous fait mal, c'est ça qui nous met mal à l'aise, l'injustice. Et il y aura une suite, bien évidemment, dans ces logiques. Et je voudrais maintenant, quand je vous demandez qu'est-ce que j'ai dit à la jeunesse africaine, la jeunesse africaine, la diaspora africaine doit se mettre sur la première ligne du combat pour la dignité. L'essentiel de ce qu'il faut pour l'Afrique, c'est la dignité. Vous savez, lorsque nous nous sommes engagés le 8 mai contre l'armée française... Donc ce n'est pas un combat racial, mais c'est un combat de dignité. C'est notre survie qu'il en va de soi. Lorsque nous nous sommes engagés contre l'armée française le 8 mai, les gens n'avaient pas compris que c'est une question de dignité. Une armée, c'est quoi? Une armée, c'est l'occupation, c'est pour prendre nos terres. Lorsqu'on prend vos terres, on prend ton identité. Où est-ce que tu vas reposer après ta mort? On contrôle ton sous-sol, on contrôle ta demeure, on contrôle tout. Nous nous sommes engagés dans cette lutte pour la dignité. Et la jeunesse africaine doit impérativement, la question la plus essentielle pour le noir, partout où il se trouve, c'est la dignité. Dis-moi si on nous chassait de l'Afrique, quand on nous a humiliés en Afrique du Sud, les Africains avaient même le droit de parler d'État, des polices, des monnaies, des ceci? Non. C'est parce qu'il fallait d'abord combattre pour récupérer cette dignité et de récupérer nos terres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un impératif en ce qui concerne la question de la Mauritanie, en ce qui concerne la question de la Tunisie, en ce qui concerne la question de l'Algérie, en ce qui concerne la question du Maroc, en ce qui concerne la question du Soudan. C'est un impératif, il en va de soi pour la survie de tout ce qui est là-bas. Les conséquences véritables, lorsque des régimes dignes sont déstabilisés en Afrique, pourquoi on déstabilise ces régimes? C'est justement pour envoyer l'Africain à l'extérieur. Envoyer l'Africain à l'extérieur pour l'humilier. Et lorsque la jeunesse... qu'on voit, et puis, tout à fait. Lorsque la jeunesse... qui s'abîment en mer. En mer. Comprenez pourquoi? Pourquoi ces jeunes-là quittent, acceptent même de traverser toutes ces étendues de mer. Parce que sûrement il y a une violence de l'autre côté. Et cette violence, vous savez d'où elle vient. Cette violence qui nous est imposée. Et aujourd'hui, par exemple, prenons la Tunisie. La Tunisie a imposé un impérialisme consulaire. Cet impérialisme consulaire consiste aujourd'hui à extorquer de fonds aux jeunes Africains. Avec des mécanismes comme quoi? Faites des réservations d'hôtels. Prenez vos visas. Payez ceci, payez ceci. Et cet argent n'est jamais remboursé. Ces jeunes-là ont été rapatriés. Ils m'ont appelé le matin. Ils ont été rapatriés à Abidjan. Et c'est ce qu'ils font. Alors, leur argent, qui va rembourser? Mais l'impérialisme consulaire a pris fin. Le fait d'avoir posé ces taxes-là, dans lesquelles ils nous ont mis à Tunis, l'impérialisme consulaire a pris fin. On n'extorquera plus le fonds d'un Africain. Ou vous ne prenez pas son argent, ou quand vous le prenez, vous respectez les droits qui doivent être dans ces pays pendant le séjour pour lesquels il vous a demandé. C'est ça la continuité première. Alors là, ici, un petit peu bien du racisme proprement dit. Alors, selon vous, tout peut provenir en fait de toute cette politique, parce que, vous l'avez dit, aux États-Unis, partout en Europe, partout dans le monde, les Noirs subissent la même chose, et même sur la terre des ancêtres, c'est-à-dire en Afrique. Alors il faut regarder le passé pour comprendre que c'est une politique impérialiste imposée par l'Occident. C'est l'Occident qui est la manière, qui ont été le premier à mettre en place cette politique de pouvoir construire un État dans une terre qui ne vous appartient pas. N'est-ce pas cela? Les Américains sont allés le faire en Amérique, où ils ont exterminé les Indiens. Les Boers, les Sud-Africains sont venus. Cette politique, ce sont des politiques venues des agences gouvernementales occidentales. Parce que je vous ai dit, les Tunisiens ne jurent que sur la France. Chaque exemple qu'ils prennent, en France c'est ceci, en France ils font ceci. Donc la mise en place de la politique qui a été mise aujourd'hui pour empêcher les Africains de circuler, empêcher les Africains sous prétexte de l'immigration clandestine, qu'il fallait mettre un rempart autour de l'Occident pour protéger l'Occident des Africains. C'est ça l'objectif. Protéger l'Occident des Africains, parce que les Africains viennent faire quoi en Occident? Il faut protéger l'Occident. Alors les pays dits du Maghreb ont accepté ces politiques. Ils ont reçu de l'argent et de moyens pour pouvoir, avec leur façon de faire, répondre à ces choses-là. Vous vous rappellerez que lorsque il y a des drames, lorsqu'il y a des tueries en masse dans des déserts du pourtour méditerranéen, quel est l'État européen qui lève son doigt pour pouvoir condamner ça? Je n'ai pas encore nul ne le fait. Pourquoi? Parce que ce sont des politiques, c'est eux qui financent ces politiques. C'est l'Union européenne, les États-Unis qui financent ces politiques. Vous avez les dernières déclarations du président américain. Lui, il veut carrément construire un mur avec le Mexique.
Et c'est ces murs-là que les gens ne sont pas en train de voir. Ce sont ces murs-là soutenus par les régimes et les gouvernements occidentaux et qui aujourd'hui, la raison pour laquelle les néocolonialismes constituent juste la preuve du contraire, comme l'avait résumé le président Kwame Nkrumah, comme les derniers remparts de l'impérialisme monétaire, économique, culturel, sécuritaire. Parce que c'est à partir de ça, les dirigeants néocoloniaux comme des Macky Sall, qui aujourd'hui sont en train de signer les mêmes accords, qui demandent à ce que les Africains qui sont issus, qui sont arrêtés là-bas soient refoulés. C'est pareil comme tous ces pourtours méditerranéens qu'ils ont signé les mêmes choses. Donc ce sont des politiques émanations des nations occidentales, parce que je vous dis, les Tunisiens ne jurent que sur la France. Ils ne jurent que sur la France. Comme les Français jurent sur les États-Unis d'Amérique, ainsi de suite. Et ce sont ces pays-là. Donc, la décision de l'Élysée, la décision, quand je suis revenu ici, j'ai passé au moins 2h30 à 3h. Avec les agents de la DGCL. Pour terrorisme, comprenez, parce que déjà avant de partir, et ils étaient au courant. Ils étaient au courant, et ce qui s'est passé à l'aéroport, le temps que j'ai pris, je suis allé, quand je suis revenu, du moment où c'était déjà ébruité au niveau du réseau, eux ils se retirent. Mais ce sont des politiques et des consignes qui viennent d'ici, qui sont partis de l'Élysée. Des consignes et des politiques qui viennent d'ici. Ça fait partie de cette politique. Qui vont envoyer des militaires pour sécuriser maintenant la bande sahélo-sahélienne? C'est l'armée française qui y va. Nous l'avions démontré lors de notre conférence sur l'armée française. C'est eux qui envoient des militaires. Si les Tunisiens ne sont pas capables de tuer les Noirs, si les Tunisiens ne sont pas capables aujourd'hui de pouvoir contenir cette immigration, l'Occident a dit clairement c'est nous qui irons pour combattre. La raison pour laquelle tous les généraux français demandent l'augmentation du budget au nouveau président français ou à celui qui est là pour pouvoir appliquer mieux ces politiques. Ce sont des politiques. L'Afrique a toujours été des laboratoires. Ce sont les Occidentaux qui mènent ces politiques pour essayer leur laboratoire avec des politiques qui, derrière ça, ce n'est pas simplement contenir. Quand on dit contenir les Africains pour les empêcher de venir en Europe, quelle est l'idée? C'est la phrase que vous entendez ici, partout ici aujourd'hui, la démographie. Il faut réduire drastiquement la démographie. Donc réduire la population africaine par tous les moyens. Et ça fait partie des moyens pour lesquels on cherche à réduire la population noire africaine. Alors, pour finir, quelles sont les actions que peut mener la jeunesse africaine sur place? Parce que au jour d'aujourd'hui, il y a comme une scission qui s'est installée entre les dirigeants qui sont dans un autre paradigme et la population, c'est-à-dire la jeunesse qui est dans une autre paradigme. Comment concilier les deux? La réponse est du tic au tac. Il gifle, nous répondons par le coup. Il donne le coup, nous coupons le bras. C'est du tic au tac. Et la jeunesse africaine doit comprendre le combat contre l'impérialisme passe par le nettoyage de tous les néocoloniaux. D'abord les néocoloniaux, parce que là il faut frapper avec fermeté la plus absolue. Et au-delà des néocoloniaux, nous attaquons directement leur maître, parce qu'il faut lever les voiles. Comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Ils ont utilisé les néocoloniaux, on a frappé les néocoloniaux, on a levé les voiles. La France a été obligée d'agir et de rentrer en guerre. Vous avez un mot à adresser aux autorités tunisiennes ou françaises, ou enfin, tous ceux qui sont derrière tous ces phénomènes que vous venez. Je voudrais d'abord m'adresser au peuple africain. Je voudrais m'adresser à la jeunesse africaine. Avant tout, je voudrais d'abord vous remercier et vous rassurer. Je suis venu, je vous disais que Siwalemba, Yam Siwalemba, l'étoile de la destinée. Moi, je marche maintenant, je suis guidé par rapport à ma destinée. J'ai compris que vous étiez tous, vous vous êtes fait de soucis. Ça démontre de votre part une preuve d'amour. L'amour que vous portez, non seulement peut-être pour ma personne, mais pour les idées, le combat que nous menons ensemble. Et je voudrais vous en remercier. Je voudrais que toutes les mamans se tranquillisent. Et tous les papas se tranquillisent parce que je suis revenu, je suis vivant. Je suis vivant, c'est l'essentiel. Je suis là. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous allons disparaître en tant qu'État, nous allons disparaître en tant que communauté, nous allons disparaître en tant que peuple, et nous disparaîtrons même en tant qu'individu, si nous ne prenons pas la mesure de ces dangers qui guettent notre peuple, notre population et notre personne. Ce qui se passe en Tunisie, c'est un grand plan, vaste plan, si vous voulez, d'extermination véritable de notre peuple, comment on dit, de l'humiliation véritable de notre peuple et de l'expropriation, j'allais dire, de nos terres. Et il faut une réponse efficace. Beaucoup ne sont peut-être pas des guerriers de première ligne pour aller sur le terrain. Mais si vous n'êtes pas guerrier de première ligne pour aller sur le terrain, faites partie de ces corps d'armée pour pouvoir donner une réponse. Nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes à Bruxelles, nous sommes à Londres. Ce sont des terrains neutres. Ce n'est pas le terrain des Arabes maghrébins, c'est un terrain neutre. Alors utilisez tous les moyens pacifiques s'il faut. Utilisez tous les moyens que vous avez s'il faut pour faire pression. J'appelle à la mise en place des états généraux de la jeunesse africaine et de la diaspora pour pouvoir dégager les grandes lignes, les grandes orientations en commençant par le mécanisme d'autodéfense pour notre peuple. Ce sont vos enfants, ce sont nos enfants. Je vous dis la situation, vous savez que je n'ai pas l'habitude moi de pleurer devant des faits.
parce qu'on ne pleure jamais devant un lait renversé. Nous avons le verre nettoyant et faisons d'autres laits. La situation de ces enfants, c'est plus qu'abominable. Et nous nous mettons sur la première ligne dans toutes les capitales européennes et africaines pour faire maintenant pression. Tous les jeunes qui sont à Dakar, tous les jeunes qui sont à Kinshasa, tous les jeunes qui sont à Bobo-Dioulasso, tous les jeunes qui sont à Bamako, tous les jeunes qui sont à Lusaka, tous les jeunes qui sont partout. Il faut maintenant créer cette forme de coordination des États généraux, dégager les grandes lignes et tous ceux qui sont à Paris et partout pour pouvoir faire pression, véritablement pression avec tous les moyens que vous avez pour faire reculer cette agression. Parce que ce que nous faisons, nous, ce n'est pas l'attaque, c'est la contre-attaque, parce que nous avions été attaqués. Je voudrais vous remercier, je voudrais vous dire que ma détermination n'a pas été altérée. Mes convictions sont, disons, en place. Et nous continuons le combat. Vous aurez la suite de ces événements. Mais ici, à Paris, il faut qu'il y ait une réponse de grande envergure par rapport à cet acte, ces ignobles actes qui ont été commis sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Ayam Siwalimba. Merci beaucoup.